Bonjour et bienvenue dans MySuite Podcast, le podcast Food et Photos 360 qui t'aide à t'améliorer en photo culinaire et à faire de cette passion ton métier. Comment définir ton identité de marque? Quels sont les points à prendre en compte pour élaborer une stratégie de marque puissante? En quoi est-il stratégique de déléguer? Voici quelques-uns des nombreux points que nous abordons aujourd'hui avec mon invitée Anita de Breakfast and Bowls dans ce nouvel épisode. Je suis Kim du blog MySuite Discoveries et je suis photographe culinaire et coach en marketing. Ma mission est de vous fournir de l'inspiration et des astuces photos au quotidien afin de vous aider à évoluer dans le monde de la photo culinaire. Au menu de MySuite Podcast, des interviews d'experts dans le domaine de la photo, de la gastronomie, du business et du marketing. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Hello Anita, bienvenue dans MySuite Podcast et merci d'être là. C'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus précisément de business. Donc bienvenue et bonjour à toi. Bonjour Kim, merci beaucoup pour l'accueil, ça me fait très plaisir d'être là. Bah écoute, avec grand plaisir, je me réjouis vraiment que tu partages avec nous et nos auditeurs et nos auditrices toute ton expérience. Pour commencer, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux personnes qui nous écoutent et puis me parler un petit peu de ton lien avec la photo culinaire? Oui, bien sûr. Alors, Anita, j'habite à Lausanne et puis il y a maintenant 3 ans, j'ai créé mon agence de marketing et communication spécialisée pour le secteur alimentaire. Donc, on offre des services à la fois de marketing, de communication et de création de contenu dans lequel vient s'intégrer tout ce qui est photographie culinaire. Mon histoire avec la photo culinaire, elle a commencé il y a 5 ans maintenant, en 2017, alors que j'étais encore, employée dans mon ancien poste de marketing. J'ai appris que j'avais plusieurs intolérances alimentaires, en fait, principalement le gluten et les produits laitiers et puis, en voulant changer mes habitudes alimentaires, je trouvais pas forcément de remplacement parce que j'adore manger, j'adorais cuisiner, donc la frustration était bien palpable au moment où j'ai dû faire ces changements et puis je me suis pas mal tournée sur, internet, les réseaux sociaux pour trouver des recettes qui pouvaient me convenir à mes nouvelles habitudes alimentaires. C'est comme ça que je suis arrivée un petit peu, sur la plateforme Instagram, je dois avouer, parce qu'il y avait à la fois des recettes, mais aussi, des très belles photos et puis en essayant certaines recettes, j'ai commencé à trouver que ce que je faisais, c'était joli, très coloré et puis, petit à petit, je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas les prendre en photo?» C'est ce que j'ai fait avec mon téléphone portable de l'époque et puis j'ai publié ça directement, sur mon compte, Instagram que j'avais, en ce moment-là. Et il y avait une frustration assez, palpable sur le fait que j'arrivais pas à prendre une photo de pancake ou de smoothie bowl comme celle que j'avais préparée, la recette que j'avais vue. Et j'ai commencé à m'intéresser à la photo culinaire comme ça. Petit à petit, je suis passée de mon téléphone portable à un réflexe que j'avais déjà à disposition, pour, les voyages et c'est une nouvelle passion, qui s'est créée de cette manière. Génial, bah, merci, c'est super, intéressant, c'est chouette, non? C'est inspirant et je suis d'accord avec toi, qu'on peut enfin voilà, ça me fait rebondir en fait sur, ta page Instagram, sur les petits déjeuners que tu proposes et que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que je suis aussi, fan de petits déjeuners et c'est vraiment chouette de voir qu'on peut avoir des petits déj gourmands, agréables, beaux, comme tu dis, colorés et tout ça sans lactose, sans gluten. Alors c'est vrai que moi j'ai pas trop d'intolérance heureusement pour le moment, mais malgré tout, j'essaie quand même de consommer moins de lactose, parce que voilà, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est quand même pas forcément, optimal. Mais je trouve vraiment top et du coup, à cette époque, comment tu avais fait pour te former sur le sujet, justement, pour améliorer tes photos? Alors au début, c'est très simple, j'essayais de reproduire des photos qui me plaisaient en termes de composition, en termes de lumière et puis, heu, beaucoup de pratique quasiment tous les jours, en rentrant du travail, les week-ends parce que ça me plaisait, que je voulais, m'améliorer assez rapidement. J'ai aussi regardé beaucoup de tutos sur YouTube au début Mmh. et puis, en 2018, j'ai décidé de suivre un cours. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà en entendu parler. Photography School, c'est un cours en Oui. ligne
qui Tout est à fait fait, par Sarah Crawford. tout à fait. Ben, j'ai suivi le même. D'accord, C'est ok. vrai qu'en fait, j'ai pensé que tu avais notamment suivi ce cours, vu que j'ai vu aussi que, voilà, tu communiquais là-dessus. Non, c'est vrai que c'était très bien fait et puis à cette époque-là, donc il y a 5 ans, tu bossais en marketing. C'était à quel donc j'imagine que tu faisais un petit peu ton blog, en parallèle et à quel moment est-ce que tu as décidé finalement de sauter le pas et de te lancer, complètement dans la création de ton agence et dans tout ce qui était vraiment, être indépendante? Alors, j'ai fait le saut il y a 3 ans maintenant, en 2019. J'ai créé l'agence Breakfast and Balls. Et puis, avant ça, ma page Instagram était un petit peu un hobby, un passe-temps, on va dire. Et Mmh. aujourd'hui, c'est plus un laboratoire d'exploration et moins lié directement avec les services qu'on fait à l'agence. D'accord. Ah, c'est intéressant comme approche. Donc finalement, tu fais un peu du test and learn et puis, enfin, si je comprends bien, c'est ça, non? Tu testes un petit peu Exactement, ouais. des pratiques, sur ton compte Instagram et puis après tu utilises, ce qui fonctionne, pour ton agence? C'est ça, exactement. Et c'est aussi, une très belle vitrine pour nous et une preuve pour nos clients que, bah, on sait de quoi on parle étant donné, la taille du compte que j'ai réussi à développer sur ces dernières années. Oui, bah, justement, j'allais, rebondir là-dessus, donc ça tombe bien, c'est parfait, ça fait le lien avec, la suite. Parce que justement, j'allais, en venir au fait que tu as quand même une grande, communauté et que tu collabores aussi avec des grands groupes suisses, donc par exemple, Betty Bossi ou encore, Caillé, pour les Suisses ou même pas pour les Suisses, c'est vrai que c'est quand même des grandes marques. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, de voilà, ces différentes, collaborations et peut-être, en profiter aussi pour fournir des conseils aux photographes culinaires qui souhaitent travailler avec des grands groupes comme ça. Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, la 95 de mes clients, c'est des clients de mon agence. C'est-à-dire que je fais très peu d'influence sur ma page Instagram. Donc, est-ce que c'est OK pour toi si on va dans cette direction-là? En gros, comment trouver des clients photo pour la photo culinaire, mais en dehors de la partie influenceur? Oui, 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 c'est parfait. D'accord. Ça va très bien aussi, OK, L'essentiel, c'est OK. vraiment que tu parles de ton expérience, donc finalement, je vais pas trop te demander, de voilà, finalement de parler de points qui sont plus forcément d'actualité, donc écoute, c'est Ça parfait. marche. Faisons ça. OK, très bien. Merci. Alors, si je pouvais donner quelques conseils à des photographes culinaires qui veulent travailler avec des grands groupes, tout d'abord, c'est d'identifier en fait qui sont ces clients qui les attirent. Pourquoi est-ce que ces clients les attirent aussi? Et puis, quelles connexions ils peuvent imaginer avoir avec eux. C'est très important qu'il y ait un bon feeling et que ça soit pas juste une liste de clients potentiels où on dit check, check, check. D'accord. Donc, le principal, je dirais, c'est tout d'abord d'avoir un portfolio qui soit complet et puis, qui démontre aussi les talents, photographiques qui peuvent convenir aux clients potentiels. Donc si, par exemple, vous voulez travailler avec, une marque de chocolat, ce serait bien que dans votre portfolio, il y ait des recettes sucrées, par exemple, et pas Mmh. uniquement des recettes salées ou des portraits. Mmh. Ensuite, il faudrait que vous soyez clair par rapport à la valeur que vous pouvez créer en fait pour votre client. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur le marché suisse et international, il y a de plus en plus de photographes culinaires. Bah, savoir qui sont vos concurrents directs quand vous voulez travailler avec un client et puis surtout, qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi est-ce qu'une marque devrait accepter de travailler avec vous alors qu'aujourd'hui, peut-être, ils ont déjà ces services avec quelqu'un d'autre? Et plus le groupe est grand, on va dire, plus la marque est grande, plus il faut que vous ayez confiance en vous et puis dans vos talents et dans cette valeur que vous pouvez créer pour votre client pour que le contact se passe de manière agréable pour vous et puis que vous puissiez aboutir au projet que vous souhaitez. Génial, merci. Non, c'est super intéressant et justement, tu parlais de cette différenciation qui est vraiment importante, montrer, en quelle est notre valeur ajoutée, en quoi est-ce qu'on peut apporter une différence. Ça, c'est des éléments que toi, tu mentionnes, habituellement, dans un corps d'email, par exemple, si tu contactes, un prospect? Ou est-ce que, tu fais, par exemple, un portfolio un petit peu plus spécifique pour chaque prospect et tu en profites pour glisser un peu des informations? Comment ça se passe? Alors, j'ai un portfolio général et puis ensuite, parfois, en fonction du prospect, je fais une série de photos juste avec leurs produits pour leur montrer
qu'est-ce que je suis capable de faire, comment est-ce que je comprends aussi la marque et son univers. Et ça, je Mmh. l'intègre directement dans le mail. D'accord, donc pour des grands groupes ou en tout cas des groupes avec qui tu veux vraiment travailler, tu as ajouté encore enfin ces éléments supplémentaires. Donc tu as fait des photos, même sans être payé pour, mais simplement pour la Exactement, prospection, c'est bien ça? exactement. Ah parfait, c'est super, Et très intéressant. Et c'est quelque chose qui est jamais perdu parce que à la fois on pratique, on essaye vraiment de comprendre en amont quel est cet univers, comment est-ce que la marque communique, et puis c'est des éléments qui peuvent aussi venir sur votre portfolio par la suite. Génial. Bah oui, c'est vrai que parfois on peut se dire: «Ah, c'est du temps perdu parce que, le mandat» enfin, on pourrait penser que c'est du temps perdu en se disant: «Ah, mais si le mandat n'aboutit pas, alors j'aurais perdu entre guillemets «du temps» à faire ces photos pour rien». Mais, non, enfin, c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec ton approche, de se dire finalement, voilà, des photos, c'est jamais vraiment perdu. Enfin, si c'est des belles photos, ça peut, comme tu dis, ben, appuyer, enfin, ça peut venir compléter un portfolio existant. Donc, non, je trouve que c'est vraiment super, super intéressant comme approche. Et par contre, tu disais qu'à l'heure actuelle, donc tous les clients avec qui tu travailles passent directement par l'agence. Alors, plus le groupe est grand, plus le client donc est grand, plus ils auront tendance à travailler avec des agences qui offrent une multitude de services, Mmh. dans lesquels souvent il y a la photo culinaire. C'est pas forcément la l'option optimale pour le client, toujours. Donc, c'est à chacun de voir, de prospecter, d'essayer de comprendre avec qui la marque travaille aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut être fait sur les réseaux sociaux, sur Google, sur LinkedIn, sur les différents sites Mmh. internet des agences qui, elles, ont des portfolios de leurs projets, pour essayer de comprendre comment est-ce que la marque fonctionne et est-ce qu'il y a une ouverture potentielle pour travailler en direct avec un photographe culinaire. Génial, merci. Non, c'est très clair. Donc toi, parmi les différents, services que tu proposes, ben, des prestations en photo culinaire, mais aussi des services plutôt business, pour des entreprises. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité, sur, les différents services que tu proposes, et comment ça se passe, concrètement? Avec plaisir. Merci. Alors, on est une agence 360, c'est-à-dire qu'on offre vraiment tous les services nécessaires aux entreprises qui sont actives dans le domaine alimentaire. Donc, on va de la stratégie de marque, stratégie business, plan marketing. On développe des plans de communication, des stratégies de communication et tout ce qui est création de contenu de communication, que ce soit photo, vidéo, copywriting, etc. Génial, merci. Non, ça a l'air super complet et justement, bah, en parlant de stratégie de marque, par exemple, je pense que la stratégie de marque, c'est vraiment, un sujet qui est hyper intéressant et qui pourra aussi être intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices parce que finalement, c'est pas parce qu'on n'est pas une vraie marque, enfin un grand groupe, qu'il faut pas du tout avoir de stratégie de marque. Parce que finalement, pour les indépendants, c'est hyper important. Pour les photographes culinaires, la stratégie de marque, c'est vraiment, bah, enfin voilà, finalement, c'est aussi votre identité. Enfin, vous êtes votre marque en quelque sorte, et je pense que c'est vraiment hyper important de bien définir votre stratégie de marque. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, enfin, en l'occurrence, plutôt par rapport à tes clients, en quoi cela consiste? Et également aussi la différence entre une marque et un business? Oui, bien sûr. Alors exactement comme tu l'as dit, Kim, c'est pas parce qu'on est indépendant peut-être que ça veut pas qu'on doit pas avoir de marque. On va parler de marque personnelle. Mais cette marque, ça va vraiment être l'identité que va avoir votre métier et votre entreprise, même si c'est une entreprise en tant qu'indépendant. Je pense Mmh. que, comme tu l'as dit, pour bien comprendre la différence entre la marque et le business, c'est de voir la marque comme l'âme et le business comme le corps. Les deux sont nécessaires pour que ça fonctionne et le business sans la marque, donc le corps sans l'âme, est quelque part creux. Le business, en fait, c'est quoi? C'est les produits et les services que vous vendez. Donc, si vous faites de la photo culinaire, ça va être les photos que vous délivrez à vos clients. C'est l'entité chez qui les gens achètent. Donc, vous, en tant que photographe culinaire, vous êtes en contact directement avec vos clients et ça va être cette transaction que vous avez avec vos clients. Vous délivrez des photos et vous êtes payé en contrepartie. Le business, en général, est facilement reproductible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a
multiples de photographes culinaires qui ont un business qui est similaire au vôtre. Par contre, la marque, c'est ce qui va faire que votre business est en fait unique et que ce que vous offrez est unique. Parce que ça va correspondre à l'expérience que vous créez et les émotions que vous délivrez dans votre relation avec votre client-là. Ça va être même la raison pour laquelle les gens vont venir demander vos services et pas ceux de quelqu'un d'autre. Ça va être toute cette connexion que vous développez avec votre client. Et c'est quelque chose d'unique. Et c'est extrêmement important, même pour un photographe culinaire indépendant, comme pour un grand groupe, on va dire, que chaque service, autour de chaque service, il y ait une marque. Parce que c'est ce qui va faire qu'on va venir chez vous, qu'on va se rappeler, et puis que vous allez délivrer une expérience qui sera unique. Bah, écoute, je valide, c'est très clair. J'aime beaucoup aussi cette métaphore, du corps et de l'âme et je trouve que c'est vraiment vrai. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, bah, un petit peu comme toi, j'ai commencé mon blog, enfin mon compte Insta, en tant que hobby. C'était vraiment un hobby, donc évidemment, j'avais pas de stratégie. Je postais un petit peu, ce que je souhaitais, quand je voulais, sans vraiment de stratégie derrière et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire que si vous nous écoutez et que vous êtes simplement, que vous êtes passionné par, bah, la photo culinaire, mais que ça reste un hobby, un plaisir. Dans ce cas-là, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, si vous voulez pas exploiter ça de manière, professionnelle, on va dire, vous pouvez très bien continuer comme ça. Par contre, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent vraiment, bah, commencer à faire du business avec, votre activité, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important, de définir votre stratégie de marque, parce que finalement, ça va influencer tout votre business, bah, comme tu le disais et justement, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour, les personnes qui nous écoutent pour définir leur stratégie de marque Alors, et leur dans ident une enfin marque, peut-être d'abord l'identité, peut-être, pardon. Peut-être définir leur identité de marque et ensuite leur stratégie. alors les 2 vont de pair. Très souvent, les entrepreneurs ou les personnes qui n'ont pas forcément des connaissances marketing, mais qui ont même un petit business, se disent: «Ah, c'est bon, je vais faire un logo. Si j'ai un logo, j'ai une marque». Un logo, c'est censé être une expression, l'expression d'une marque. Donc, juste faire un logo sur une base de j'aime ou j'aime pas, ou demander à un graphiste et de payer quelqu'un pour faire un logo sans qu'il y ait une réflexion qui est faite derrière ça va pas vous servir à grand chose. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Ça va pas avoir le résultat que vous voulez. Donc, quand on crée une marque, il y a deux phases. Il y a une phase, on va dire, de création de marque stratégique fondamentale. On va créer le concept. Donc, c'est-à-dire qu'on va définir les fondamentaux de votre marque. Les fondamentaux d'une marque, c'est quoi? C'est comme si vous voulez bâtir une maison, bah, tout d'abord, vous coulez les fondations. Sinon, il n'y a pas de mur. Mmh. C'est exactement la même chose. Cette partie stratégique, c'est les fondations de votre maison, et les murs et la décoration intérieure que vous allez faire, c'est tout l'aspect graphique et visuel comme la création d'un logo qui va venir après. Dans cette stratégie de marque, donc, il y a des éléments primordiaux qu'on définit qui vont vous guider sur le long terme dans votre business. Ça va inclure la définition de votre vision, de votre ambition, de votre mission, quelles sont les valeurs de votre marque, quels sont les bénéfices qu'elles apportent à vos clients, comment est-ce que votre marque s'exprime en termes de personnalité, comment elle communique, quelle est son histoire fondamentalement, et puis aussi comment est-ce qu'elle communique à ses clients sous forme de pitch client. On va aussi définir toute la partie client idéal. À qui est-ce que vous voulez vous adresser? Et qui est ce client idéal? Il va falloir le connaître, mais par cœur, votre client idéal. C'est-à-dire, quel est son but au fond? Qu'est-ce qu'il recherche dans la vie ou dans un projet donné? Et quel est le problème et les difficultés qu'il rencontre? Et c'est en connaissant cela seulement que vous allez pouvoir définir une offre et vous positionner d'une telle manière à ce que vous lui offrez la solution à son problème. Et puis finalement, avec tout ça, on va déterminer comment est-ce que vous vous positionnez sur le marché. En tant que photographe culinaire, comment est-ce que vous êtes positionné sur le marché par rapport à d'autres photographes? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir vous et pas quelqu'un d'autre? Comment est-ce que vous apparaissez dans l'esprit de vos clients? Et c'est seulement une fois qu'on a défini tous ces éléments stratégiques qu'on va les transformer visuellement dans une identité graphique.
Et dans cette identité viennent le logo, viennent la création d'une palette de couleurs, le choix d'un type d'illustration, d'icône si nécessaire, de typographie. Et tous ces éléments-là, ensuite, vous pouvez les combiner au fur et à mesure de vos besoins dans tout type de communication. Et avec tout ça, vous avez comme un guide solide, qui est complet, qui est concret et qui vous permet de prendre toutes les décisions dont vous avez besoin en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Que ça soit, est-ce qu'il faut que je crée une nouvelle offre? Est-ce que je dois faire que de la photo culinaire pour un tel type de client ou tel type de client? Est-ce que je dois investir dans mon business? Si je veux engager quelqu'un, il me faut un assistant. Quelle valeur je veux que cet assistant ait pour que ça corresponde à ce que ma marque et mon business renvoient, etc., etc. Génial, parfait. Écoute, je prends des notes parce qu'en fait, ça crée énormément de questions, annexes dans ma tête. Donc je t'écoute en même temps. Je liste, en fait, toutes les futures questions que je pourrais te poser. Non, non, c'est très intéressant. Merci, pour cette explication, très claire, que voilà, je valide tout à fait. Enfin, voilà, tu parlais un petit peu aussi, de tout ce qui était identité d'un document. Donc finalement aussi le document qui représente votre identité, ça va être, la charte graphique. Et ça me fait penser un petit peu à un parallèle avec, la photographie parce que c'est vrai qu'en photo, on parle aussi, beaucoup, des couleurs, voilà, du choix des couleurs dans la composition des photos et ça, en fait, c'est quelque chose qui est aussi hyper important lorsque vous créez votre identité de marque parce qu'en fait, il ne faut pas oublier non plus le pouvoir des couleurs. En fait, une couleur a énormément de symbolique. Donc ça aussi, ça sera vraiment à prendre en considération, lorsque vous créez votre stratégie et votre identité de marque pour être sûr que les couleurs que vous choisissez pour votre logo, même si ça a l'air en fait un peu anodin, en fait, vous réfléchissiez bien vraiment à ces couleurs et au message que vous voulez, véhiculer. Mais en fait, tu nous parlais également dans la stratégie de marque de réfléchir si on s'entoure, d'un assistant, voilà, d'une équipe, ce genre de choses. Alors je voulais savoir toi, à l'heure actuelle justement, est-ce que j'imagine que tu as une équipe qui travaille avec toi? Comment ça se passe? Alors, j'ai un assistant direct au sein de Breakfast and Balls et ensuite, on a une composition qui est, on va dire, pas traditionnelle d'une agence. On travaille avec un réseau de partenaires très étroit, que ça soit des graphistes, que ça soit d'autres photographes, des traducteurs, des spécialistes Facebook Ads, etc., etc. Et cetera. Et ça nous permet de créer l'équipe projet qui correspondent le mieux au profil du client et puis aux besoins qu'a un projet, que ce soit en termes de timing, en termes de compétences, en termes de budget, etc. Ça nous Génial. permet d'être hyper flexible par rapport aux différentes demandes et au lieu d'avoir une grande structure interne qui ne serait pas toujours utilisée et où les gens travailleraient ou un projet passerait par exemple de main en main. Non, c'est intéressant comme approche et justement, à quel moment, toi, est-ce que tu as ressenti cette nécessité de déléguer et comment tu as fait? Parce que finalement, au début, j'imagine que c'est pas toujours facile quand on est, indépendant, quand on fait tout soi-même, de un petit peu franchir le cap. Alors j'ai décidé lorsque j'arrivais plus à le faire moi-même où c'était des tâches en fait qui étaient internes à Breakfast and Balls et que je n'externalisais pas. À ce stade, j'ai trouvé plus pertinent d'engager quelqu'un sur Mmh. et puis de lui déléguer, certaines tâches dans un certain type de projet qu'on fait en interne et on a l'expertise en interne. Et puis, peut-être, est-ce que tu peux nous parler juste brièvement, hein, mais du recrutement? Enfin, comment est-ce que tu as fait pour, trouver cette personne? Oui, alors Merci. j'ai engagé, c'est mon deuxième e assistant. J'engage en fait des jeunes qui cherchent un stage, donc c'est des stagiaires sur, longue durée. Mmh. Parce que aussi dans mes jobs précédents, j'ai toujours eu des équipes et j'ai toujours eu des jeunes que j'ai vu évoluer sur le long terme et pour moi, il y a un côté extrêmement gratifiant de voir que je peux transmettre, que je peux les former et qu'ils arrivent à évoluer ensuite dans le monde professionnel par rapport à ce qu'ils ont appris. Donc, je me suis tournée vers les grandes écoles, que ce soit Mmh. sur le canton de Lausanne, Genève ou Fribourg. Et puis, c'est comme ça que j'ai trouvé les personnes que j'ai engagées sur ces 2 dernières années. OK.
Génial, non, c'est vrai que c'est une approche, intéressante, et puis aussi, bah, quand tu as des personnes qui font partie de ton équipe qui sont aussi plus jeunes, c'est sympa, je trouve, d'un point de vue dynamisme. Elles peuvent aussi arriver avec des nouvelles idées, une nouvelle, vision, du marché ou voilà, te faire aussi profiter de leur, regard donc non, franchement, c'est très sympa. C'est vrai que je pense que déléguer, c'est pas forcément quelque chose qui est facile au début. Enfin, je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme étant facile? Je sais pas aussi non plus si d'un point de vue, budget, tu vois? Parce que c'est vrai que je parle aussi avec pas mal de personnes qui, ont envie de déléguer, mais il faut franchir en fait le cap du budget. C'est-à-dire, bah Mhm. oui, forcément, on va payer quelqu'un pour faire quelque chose que entre guillemets «on saurait faire». Donc, toi, comment tu as fait pour, dépasser ça? Alors la première chose, c'est que juste en termes de temps, j'arrivais plus Mmh. et j'étais impatiente de pouvoir déléguer, d'avoir quelqu'un qui puisse, m'aider sur un certain type de projet. Pour les personnes qui n'ont pas forcément un grand budget, il faut changer la réflexion de freelancer à plus CEO de votre propre entreprise. Mmh. Parce que le temps que vous passez à faire une tâche qui peut-être est moins importante pour votre business, par exemple des tâches administratives que vous pourriez déléguer soit en interne, soit en externe, c'est tout du temps que vous ne passez pas à créer de la valeur pour votre entreprise, que ça soit à chercher des nouveaux clients ou alors à faire du job qui vous rapporte un revenu. Et je trouve qu'en ayant cette approche-là et en faisant ce type de calcul, ça aide et ça enlève le poids de «Ah, mais je vais perdre de l'argent si j'engage quelqu'un». Non, l'objectif, c'est que vous puissiez en gagner plus, en fait, quelque part. Écoute, ben, je pense qu'on a dû lire le même livre OK. ou en tout cas des livres similaires. Évidemment, enfin moi je te posais la question, pour les personnes qui nous écoutent, même si, bah, j'ai aussi un petit peu mon avis sur la question, mais justement, bah, je valide, vraiment ce que tu dis. C'est pas forcément facile, voilà, c'est peut-être un cap à passer qui fait un petit peu peur, mais comme tu dis, il faut en fait que vous estimiez votre salaire horaire, en fait. Enfin, on peut penser enfin, par exemple, vous pouvez vous dire: «OK, moi, à combien est-ce que je peux être payée par heure?» Et à partir du moment où, pour certaines tâches, en fait, vous pourriez payer quelqu'un pour faire la même chose, mais moins cher que votre salaire horaire à vous, bah, techniquement, vous êtes en train de perdre de l'argent. Voilà, donc c'est un Exactement, peu c'est un petit peu exactement. peut-être, extrême, mais globalement, c'est ça. Donc personnellement, c'est vrai que vous pourriez même réfléchir ça enfin, vous pourriez même penser à ça pour, tous les domaines de votre vie comme, faire, le ménage, les courses, ce genre de choses. Et évidemment, après, il ne faut pas non plus, tourner, vraiment enfin, je pense qu'il faut pas non plus penser tout le temps que à l'argent, argent, argent, mais c'est sûr que quand on pense au business et à la rentabilité d'un business, c'est intéressant d'avoir cette approche. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis donc tu nous parlais aussi bien sûr de toutes les entreprises, avec lesquelles tu travailles, des différents, services que tu leur proposes. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu de cette collaboration, enfin un petit peu comment ça se passe quand tu travailles avec des entreprises? Voilà, comment elles viennent à toi? Est-ce que c'est pour, des collaborations de long terme? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces collaborations, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, je dois dire que j'ai eu énormément de chance depuis le début parce que j'ai très peu prospecté. Je l'ai fait, mais très peu. En fait, ce que j'aime faire, c'est vraiment exploiter au maximum mon réseau. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre, une situation que j'ai eue. Il y a une marque qui m'a contactée il y a quelques années maintenant, je crois que j'avais même pas encore créé, l'agence, pour un projet d'influence. Une marque Mmh. suisse que j'aimais énormément. Le projet d'influence s'est très bien passé, mais cette marque-là, sur son site internet, elle propose des recettes. Pour le projet d'influence, j'étais en contact avec l'agence qui gérait tous les influenceurs et j'ai juste demandé à l'agence en question s'ils étaient d'accord de me mettre en contact avec quelqu'un de la marque. Ils l'ont fait très gentiment, sans aucun problème, parce que c'est des services que eux ils offraient pas. Et j'ai contacté ensuite la personne pour la création de recettes pour le site internet. Et ça fait maintenant, ça va faire la troisième année que je travaille avec eux. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait de développer un client, même si ça a été un tout petit client sur un certain projet, que de contacter quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas. Donc, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. C'est comme ça que je fonctionne de manière générale sur mes différents projets, avec mes différents clients.
J'ai des clients vraiment sur le long terme, donc ça va faire avec certains la quatrième année qu'on travaille ensemble. Génial. Ils viennent vers moi régulièrement, si ce n'est tous les mois, avec des demandes sur des projets. Je suis devenue leur agence attitrée, en quelque sorte, sur un certain type de projet. Et puis, il y a d'autres clients où c'est plus ponctuel. Par exemple, si c'est un batch de création de recettes, ça va être une fois dans l'année. Et puis ensuite, ils ont ce qu'il leur faut sur l'année en cours et ils me contactent l'année prochaine. Mais le plus souvent, les clients, c'est des clients qui, sur le long terme, répétitifs. Donc, quelque part, ça me ravit aussi parce que ça me rassure sur la qualité du travail qu'on fournit. Mhm. Et c'est la meilleure preuve que ce qu'on fait leur convient. Et avoir juste un client qui revient, même s'il ne dit pas qu'on est extraordinaire et qu'on est les meilleurs du monde, ça me suffit. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est la preuve. Enfin, finalement, concrètement, un Oui. client qui revient, c'est un client qui est content. Et justement, ça me fait penser au point de la fidélisation client. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à partager avec nous sur comment fidéliser un client? Enfin voilà, qu'est-ce que toi tu mets en place justement pour favoriser ça? Il faut que la première expérience que le client a avec vous soit parfaite. Parce que si c'est compliqué dès la première expérience, il ne voudra pas se recompliquer la vie. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un process que vous définissez, qui vous correspond aussi entre le moment où vous le contactez, où le projet démarre et jusqu'à la fin du projet. Ça ne veut pas dire oui à tout si ça ne vous correspond pas, mais d'avoir une approche qui soit ouverte, une approche qui soit positive, une recherche de solutions et pas à chaque fois qu'un client revient vers vous, vous dites ah encore. Donc, c'est Mhm. quelque chose que les clients ressentent aussi dans la manière dont vous allez communiquer avec eux. Et s'ils sentent que vous êtes là pour les aider et pas uniquement pour le projet en question et puis votre porte-monnaie et votre portfolio, ça va faire toute une différence dans l'expérience. Et cette expérience, en fait, fait partie de ce qu'est votre marque dont on parlait avant aussi. Écoute, merci, c'est très clair. Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est hyper, hyper important de veiller à la qualité du service que vous proposez. Parce que, ben voilà, votre service, c'est votre image aussi. Enfin, tout est exactement, tout est lié. Et forcément, s'il y a des points où ça freine, où le client finalement n'est pas satisfait, où c'est pas fluide, forcément, ça va pas créer une belle expérience client. Le client n'aura pas un bon souvenir de cette prestation et il n'aura pas envie de revenir vers vous. Tout à fait. Bah, écoute, merci pour ce conseil. Et puis, en parlant de business, tu vas organiser prochainement un workshop business pour les entrepreneurs. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Alors, avec une partenaire graphiste avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années, nous avons mis en place un workshop de groupe pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur business et on leur propose de travailler avec eux en direct, en présentiel, sur 2 jours intensifs, choses qui sont faites pour créer ou développer leur marque. L'objectif de ça, en fait, c'est qu'ils puissent attirer leur client idéal directement à leur marque. Qu'ils aient ensuite une ligne directrice qui va faciliter toute leur prise de décision dans leur business. Qu'ils puissent créer des outils de communication très simplement en suivant un guide. Qu'ils aient une confiance pour contacter de nouveaux clients parce qu'ils savent que la manière dont ils sont représentés leur correspond et puis d'avoir une vue claire sur leur business de manière générale, que ce soit en termes de vision, de mission ou de valeur. Génial, ça a l'air très intéressant. Et donc, tu disais que c'était un workshop en présentiel. J'imagine que ça sera dans le canton de Vaud. Oui, exactement. Ça se déroulera à Lausanne. Le premier workshop aura lieu au mois de mars, les 9 et 10 mars pour être précis. Parfait. Bah, écoute, tu me donneras toutes les infos. Avec Et grand bien sûr, plaisir, pour oui. les personnes qui nous écoutent, si vous êtes, dans la région de Lausanne ou même en Suisse romande, sachez, voilà, que ce workshop est ouvert, enfin sera prochainement ouvert et donc tu t'adresses aux entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un type spécial, spécifique d'entrepreneur ou est-ce que c'est plutôt global?
Alors, c'est un entrepreneur qui a déjà un business existant ou alors une idée précise de business. C'est des entrepreneurs qui sont arrivés à un certain plateau de croissance ou bien qui souhaitent, par exemple, passer à la vitesse supérieure dans leur projet. C'est des personnes qui sont trop occupées dans leur travail de tous les jours et qui n'ont pas forcément le temps nécessaire de prendre plusieurs semaines, voire des mois pour se poser des questions marketing. Ou alors, c'est des entrepreneurs qui n'ont pas forcément le budget pour faire ce travail avec une agence, mais qui souhaitent quand même quelque chose de plus personnalisé et plus efficace qu'un workshop online. Parfait. Et par contre, en termes de domaine, de secteur, il n'y a pas des secteurs enfin, Pas voilà, du tout. spéciaux. Donc, C'est vraiment ouvert à tous les entrepreneurs. d'accord. Écoute, génial, bah, c'est très intéressant. Eh bien, toutes les infos seront en note, enfin, seront en note dans la page dédiée à cet épisode de podcast. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et puis, de manière générale, pour les personnes qui n'auront pas forcément la possibilité de se rendre à ce premier workshop, est-ce que tu aurais quand même un conseil, donc soit plutôt orienté pour les entrepreneurs dans le domaine de la food ou les photographes culinaires, donc un conseil vraiment pour développer leur business, pour, voilà, se pencher sur, leur stratégie de marque et leur business. Définissez qu'est-ce qui vous rend unique. Faites-en votre valeur principale et puis communiquez-la. Et puis si, la personne te dit: «Mais au final, je sais pas ce qui me rend unique». Qu'est-ce que tu lui dis? Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce qui nous rend unique? On est tous uniques et finalement, dans chaque business, le fait que ce soit vous qui travaillez sur ce business-là va le rendre unique. Si on parle de photographie culinaire, peut-être que ça va être, vous avez une, vous êtes plutôt spécialisé pour un type de photo. Vos photos ont un certain style. Ou alors, c'est votre expérience client qui est unique. Ou alors, vous avez déjà travaillé avec des grandes marques internationales. Ou alors, votre spécialité, c'est la photographie pour les restaurants. Chacun a quelque chose d'unique. Génial, bah, oui, donc peut-être, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, essayer de peut-être, avoir une vision d'ensemble sur, ce que vous faites et d'analyser avec un œil, nouveau un petit peu vos photos et voilà, de trouver, ce qui vous rend différent. Peut-être aussi également, tout simplement, de demander, en fait, aux personnes qui vous entourent, donc soit si vous êtes dans un réseau, d'entrepreneurs, soit tout simplement aussi votre entourage, vos familles, voilà, vos amis. Notamment, voilà, demandez-leur peut-être, vos qualités, ce qu'ils apprécient chez vous et je pense que ça vous aidera à trouver certains éléments, que vous pourrez ensuite après mettre en avant justement, quand vous communiquez auprès de marques. Non, mais je Si suis je peux d'accord. juste rebondir là-dessus, si vous avez aussi un contact privilégié avec certains clients, demandez-leur tout simplement pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi vous. Très bonne idée et évidemment aussi ne pas hésiter, à demander des témoignages, à certains clients. Bah, comme tu dis, si on a des contacts privilégiés, c'est toujours vraiment, une grande valeur ajoutée, enfin je le trouve, d'avoir des témoignages que vous pourrez ensuite, faire figurer, bah, soit sur Instagram, soit sur vos autres, réseaux sociaux ou votre site. Et puis justement, donc toi tu as ton agence, tu as aussi ton compte, Instagram, donc j'imagine que ça fait pas mal de choses à gérer. Donc d'un point de vue peut-être, organisation, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais pour, voilà, organiser, ton temps, gérer, ces différents projets? Alors, je dois t'avouer que le fait que j'ai un assistant m'aide énormément. Avant ça, j'avais, extrêmement peu de temps pour moi, que ce soit les soirées ou les week-ends. Maintenant, j'arrive à fixer un temps dans la semaine aussi pour tout ce qui est développement du business, pas Mmh. uniquement, travail sur les projets. Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si on veut atteindre ses objectifs, il faut aussi qu'on puisse faire ce travail-là. Mais donc, je bloque quand même des heures pour moi, que ça soit dans le matin, ma routine du matin ou le soir avec mon mari. Et j'ai aussi au moins un jour de week-end par semaine. Parfait et puis est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ta routine, du matin? Oui, alors quand je me lève, j'aime pratiquer un peu de yoga, quelque chose d'assez soft.
15 Mmh. à 20 minutes. Ensuite, je fais un peu de méditation, une dizaine de minutes et puis je commence ma journée avec une infusion de gingembre et de citron et après je suis prête à démarrer. Ah j'adore, infusion gingembre. Ah tu la bois chaude du coup? Oui, je la bois chaude avec du gingembre frais qui est râpé. Ah génial. Bah, moi j'adore aussi, je me fais souvent des petits jus, mais Ouais, plutôt froids, enfin des OK. petites eaux, gingembre, citron, ce genre de choses et bah, justement je rebondis sur, ta routine un petit peu matinale. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire. Ben, tu vois, à ton image Anita et vraiment pour les personnes qui nous écoutent, essayez de développer ça. Enfin, moi c'est aussi quelque chose là que je commence à faire depuis le début de l'année et je pense que c'est vraiment important, parce qu'en fait si on prend pas un petit peu de temps pour soi le matin, si on démarre tout de suite la journée un peu sur les chapeaux de roue, je trouve qu'on aura une journée moins sereine, on sera peut-être moins reposé, moins calme, on pourra moins bien avoir nos objectifs et nos priorités en tête. Donc c'est vraiment, quelque chose que je vous recommande, de faire et puis, bah, si ça peut vous inspirer, c'est aussi quelque chose que pratique, Béa, Loubas et Eva Cosmas Flores parce que je les suivis là récemment à leur workshop et puis, on avait justement une discussion à ce sujet, cette semaine et bah, les 2 vraiment, disent à quel point, leur routine matinale est importante pour elles. Donc c'est vraiment un bon conseil, je trouve et puis toi, du coup, tu nous disais que tu travailles enfin que ton assistant t'aide, beaucoup justement dans l'organisation de la semaine. Comment comment tu fais pour, travailler avec lui? Est-ce que tout est online? Est-ce que vous avez des meetings? Comment ça se passe? Alors, on travaille soit ensemble en présentiel, soit, chacun chez soi. Ça dépend un petit peu des semaines, des différents projets qui sont en cours. Donc c'est assez varié. Quand, on est chacun chez soi, on se fait, au moins 2 points dans la journée, le matin pour voir, qu'est-ce qu'il y a à faire et puis, un petit récap, en cours d'après-midi pour voir si on est en track et qu'on pourra tout délivrer dans les délais. Génial et puis j'imagine que tu définis aussi des objectifs, à la enfin des objectifs, mensuels ou des objectifs hebdomadaires? Oui, oui, exactement. Top, top. Non, c'est vrai que je pense que ça doit être agréable d'avoir, vraiment un assistant pour aussi, comme tu dis, après te focaliser plus sur des parties, un peu plus stratégiques, de développement et puis prendre du temps pour toi. Justement, je voulais savoir, ben, comment tu arrives à vraiment faire cette séparation entre vie professionnelle et vie personnelle? Comment tu arrives à consacrer un jour off dans ta semaine, enfin voilà, et sans mauvaise conscience ou sans, voilà, te sentir mal ou stressé. Ah alors, j'ai dit que je consacrais une journée, à ma vie, privée, on va dire, mais ça ne veut pas dire que dans ma tête, je ne rumine pas. Parce que je pense que Ah. quand on est entrepreneur, on peut pas couper, surtout si on est passionné par ce qu'on fait. Parce que c'est pas un job, hem, de bureau où on va le matin, on rentre le soir, quand on a éteint notre ordinateur, c'est terminé. Si on a créé notre business et qu'on est passionné par ce qu'on fait, au final, on a moins aussi ce besoin et cette envie finalement de couper parce que ça nous remplit, ça nous apporte du bonheur. Donc j'ai pas forcément besoin que mon cerveau s'éteigne sur le côté business. Mais d'avoir du temps privilégié avec les gens qui me sont proches, ça, c'est aussi un autre côté qui est important, même si dans ma tête, ça continue des fois à ruminer autour de mon business. Ah merci, tu me rassures. Enfin tu parce que justement, j'essaye aussi de prendre plus de temps off, parce que je pense que c'est important. Au bout d'un moment, on peut pas travailler 7 jours sur 7 comme des machines, tout le temps, nuit et jour. Mais je trouve que c'est justement un exercice quand même assez difficile. Parfois, j'aimerais un petit peu, comme tu dis, arrêter mon cerveau, arrêter d'avoir des idées, même si c'est génial, hein et justement, je trouve que c'est quelque chose qui est pas évident à faire. Et puis en fin de journée, est-ce que tu arrives un petit peu à déconnecter? Est-ce que tu as aussi des petites pratiques ou des petites habitudes pour, déconnecter de ta journée de travail? Oui, en général, le soir, quand je termine, je vais marcher 20, une demi-heure et puis après je fais, une petite séance de sport et après on passe au souper. Ça me permet Génial. vraiment de couper. Ah souper, ça fait plaisir. Pour les personnes qui nous écoutent, donc souper est un mot suisse Oui, qui veut dire, tout à fait. le dîner quoi, enfin le repas du soir. Nous, on n'a pas le même, vocabulaire.
Non, mais en tout cas, c'est top. Je vois que tu as vraiment une bonne, routine, de vie, enfin qui a l'air, très très saine et sportive donc c'est vraiment top. C'est quelque chose que, voilà, je vous encourage encore une fois à essayer de mettre en place. Évidemment, au début, c'est pas toujours facile, il y a parfois aussi un peu plus des périodes de rush, mais en tout cas, si c'est possible, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment top donc inspirez-vous d'Anita. Ça sera mon conseil. Est-ce que tu as peut-être encore un dernier conseil pour les personnes, qui nous, écoutent? Donc, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, soit par exemple pour, améliorer, leurs photos, soit un autre conseil business que tu aimerais partager? Alors pour améliorer les photos, je dirais tomber amoureux de la lumière et de l'exploration de la lumière. Ça a un rôle primordial dans le résultat de vos photos. Analysez la lumière que vous avez chez vous, comment ça rend sur les photos, différents moments de la journée, qu'est-ce que ça peut donner quand vous l'éditez, etc. Et d'un point de vue business, tâchez toujours d'avoir une vue globale de ce que vous faites. Ça vous aide à garder une direction, à pas vous éparpiller, à éviter de partir en burn-out, etc. Mmh. Ouais, tout à fait. Franchement, je valide. C'est vrai que la vue globale, c'est très, très important. C'est quelque chose que j'avais un petit peu tendance aussi à négliger. Finalement, on est vraiment un petit peu dans le feu de l'action et puis, bah, on produit, on produit, on produit. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir une vision globale, comme tu dis, par exemple pour une année, des gros objectifs de où est-ce que vous voulez aller et puis après en fonction de ça, vous pourrez déterminer des objectifs, mensuels et puis, ben, voilà, des tâches associées à ces objectifs donc très bon conseil et peut-être dernière question, comme on parlait de la lumière et de tomber amoureux de la lumière, toi, tu shootes en lumière naturelle ou en lumière artificielle? 100% lumière naturelle. À 100 lumière naturelle. Donc tu as jamais, vraiment enfin tu t'es jamais vraiment, enfin tu as jamais testé la lumière artificielle? Non, non. J'adore l'évolution de la lumière naturelle et ce que ça donne. Peut-être qu'un jour je passerai à la lumière artificielle, il y a énormément d'avantages aussi, mais à ce stade, je continue mon exploration de la lumière naturelle, encore et toujours. C'est vrai qu'on s'en lasse pas, hein. Après bon voilà, moi aussi je shoote, quasiment tout le temps en lumière naturelle. Après voilà, comme on a déjà abordé ce point dans un épisode précédent, c'est vrai que le désavantage, c'est surtout par exemple l'hiver quand il y a voilà l'hiver on peut shooter beaucoup moins tardivement le soir, mais sinon c'est vrai que ça reste vraiment une belle, lumière et puis je suis vraiment d'accord avec ton conseil. Je trouve que la lumière parfois c'est quelque chose qu'on néglige un petit peu. Au début, quand on commence la photo, on pense, au stylisme, à la composition, enfin voilà et en fait, la lumière, c'est un rôle vraiment hyper, hyper important donc je pense que ton conseil est très, très intéressant d'essayer de faire différents tests avec, la même mise en scène, de déplacer des éléments, d'orienter différemment votre table pour voir, en fait, comment la lumière va toucher les éléments de votre mise en scène et de mieux la comprendre et du coup, après, de mieux arriver, à la travailler. Écoute, ben, je te remercie pour, tous ces conseils. C'était vraiment très intéressant, de t'avoir, aujourd'hui c'est vrai que c'était un des premiers podcasts vraiment, plus axé business. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Je te remercie pour tous tes conseils et puis, bah, il y aura toutes les infos, pour, ton workshop comme déjà mentionné. Donc merci encore pour ton temps et puis, bah, j'espère, peut-être, t'accueillir, dans un nouvel épisode, dans le futur pour parler, peut-être plus en détail de la photo culinaire. Merci énormément à toi, Kim. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi pendant ce podcast. Et puis, j'espère que cette orientation un peu plus business intéressera aussi tous tes auditeurs. Et Bah, avec grand écoute plaisir pour un prochain épisode. merci à toi Anita, c'était vraiment top et je suis sûre que tous ces conseils, vont les intéresser. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours donc n'hésitez pas, à m'envoyer, ou à nous envoyer un petit message à la suite de cet épisode. Alors à bientôt Anita. À bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram MySweetDiscoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photos. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit Comment débuter en photo culinaire à petit prix.
Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez 2 autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.